Garrett Johnston est un expert international en marketing et en gestion stratégique avec presque 30 ans d'expérience dans 14 pays sur 5 continents. Il est le fondateur et propriétaire de Macroscope Consulting avec des bureaux à Dublin, Zurich et Moscou. Les plus grandes entreprises du monde qui mettent en œuvre l'intelligence artificielle aujourd'hui se tournent vers Garrett pour des conseils, du mentorat et des recommandations. Et nous avons eu la chance exclusive de parler à cet homme incroyable. Aujourd'hui, Garrett va partager sa vision de l'avenir. Parlons de la façon dont l'intelligence artificielle change déjà nos vies et pourquoi, dans un avenir proche, chacun d'entre nous aura son propre avatar intelligent. Sa profonde connaissance et son expérience nous aideront à comprendre comment nous adapter au monde technologique en rapide évolution et à saisir de nouvelles opportunités pour notre croissance personnelle et professionnelle. Donc nous y sommes ici. Ouais, bonjour les gars, bonjour. Je suis très heureux aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai l'événement que j'attendais beaucoup de temps. Et beaucoup de mon esprit, de mon attention et de mes sentiments sont liés à cette personne. Vous savez, je l'ai déjà compris, Johnson, parce qu'il est décrit. Dans tous nos canaux, vous pouvez comprendre. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir qui est devenu présent, qui est déjà là maintenant. Et donc, j'aimerais que tout le monde tire quelque chose de cette interview, son but pratique, son compréhension profonde de comment vivre, quoi faire, où aller, où est l'argent, pourquoi. Ne pas souffrir. Parce que je crois que ma mission est de libérer l'humanité de peur des robots, des technologies, quelque chose. Donc, j'ai compris, je voudrais exprimer toute ma gratitude et beaucoup de ces interviews sages, ces projets sages que vous avez réalisés ont beaucoup aidé à développer notre entreprise. Dans notre entreprise, nous créons des avatars intelligents, les jumeaux numériques des personnes, qui peuvent faire beaucoup de choses à la place des gens. Pour moi, bien sûr, c'est génial. Ils peuvent faire à votre place. Vous pouvez déléguer sans salaire, sans penser à l'assurance sociale et tout ça. Mais beaucoup de gens ont peur que peut-être les robots soient à notre place partout et qu'ils aient tout ce que nous avons. Donc, récemment, je crois qu'il y a une semaine peut-être, quelques jours, Elon Musk a dit ça. Dans les prochaines années, nous aurons plus de 10 milliards de robots humanoïdes autour de nous. Que ressens-tu à ce sujet? Ne pas penser, mais ressentir. Eh bien, je pense que c'est inévitable. Et je pense que 10 milliards ou 100 milliards, tu as dit 10 milliards. 10 milliards. Je pense que c'est probablement une sous-estimation. Je pense que la réalité montrera qu'il y en aura beaucoup plus que 10 milliards. 10 milliards, c'est beaucoup. La population humaine de la Terre au 1er janvier, selon les Nations Unies, était juste en dessous de 8,1 milliards. C'est plus qu'un intelligence artificielle pour chaque personne sur la planète, mais c'est en fait une très petite quantité parce qu'avant d'atteindre l'intelligence artificielle générale, l'AGI, où une intelligence peut effectuer plusieurs tâches dans plusieurs domaines, de multiples façons, toute l'intelligence artificielle sera spécialisée. Donc, il y aura une intelligence artificielle qui se spécialise dans l'orientation professionnelle, une intelligence artificielle qui se spécialise dans la traduction de langue, une intelligence artificielle qui se spécialise dans le soutien à la décision commerciale et des milliers d'autres catégories. Donc, si tu prends en compte que tu as besoin de nombreux types d'intelligence artificielle spécialisées pour commencer à approcher une personne, un être humain, alors tu te rends compte que 10 milliards, ce n'est rien. Vraiment, en fait, on parle plutôt de trillions, donc de milliers de milliards. Et c'est une évolution naturelle parce que si on revient aux années 1960, si on remonte à 50 ans et tu lis, ouais, peut-être un peut-être qu'on peut être sceptique, mais si tu lis les mémoires de Bill Gates qui parlait de, quand il était enfant, d'accéder aux ordinateurs centraux la nuit pour faire tourner ses programmes pendant 1 heure ou 45 minutes. Et c'était difficile d'accéder aux ordinateurs centraux, même aux États-Unis développés.
Parce qu'à cette époque, le climat dominant était beaucoup de gens, peu d'ordinateurs. De nos jours, on parle de beaucoup de gens et de nombreux ordinateurs. Et la prochaine étape, relativement parlant, c'est peu de gens et beaucoup d'ordinateurs. Donc c'est un renversement de la situation d'il y a 50 ans. Pour chaque personne sur la planète, il y aura des milliers, des dizaines de milliers d'ordinateurs, d'intelligences artificielles séparées. Désolé de t'interrompre, mais qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, c'est notre réalité, mais comment tu te sens à l'intérieur? Y a-t-il des peurs ou tu es plutôt émerveillé? Non, pas de peur, non. Plutôt comme, vas-y, de l'excitation. Parce que ces intelligences artificielles peuvent être comparées à une pelle dans les mains d'un jardinier. Donc, tu as un jardinier, il a une pelle, et la pelle améliore le jardinier. Quand il utilise ses muscles des bras pour creuser le sol, pas ses doigts, mais il utilise un instrument, sa productivité augmente énormément. Donc, je vois l'intelligence artificielle vraiment pas comme quelque chose de séparé, mais comme une source d'augmentation, d'amélioration, de renforcement de l'humain. Je ne le vois pas comme un remplacement, je le vois comme un renforcement, une amélioration. À cause de cela, je pense qu'il n'y a qu'une seule approche dangereuse. C'est de ne pas toucher à l'intelligence artificielle, d'en avoir peur, de ne pas s'y plonger. Cela signifie que nous aurons des personnes qui utilisent beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, qui utilisent beaucoup de robots et des gens qui ne veulent pas le faire. Donc, ils seront plus faibles. Donc, à mon avis, une position dangereuse est simplement d'essayer de rester éloigné des choses qui sont déjà les nôtres, qui sont déjà devenues notre réalité. Mais tu as commencé à parler de l'AGI. Que penses-tu, AGI ou superintelligence? Quelle est la différence? Tu en sais quelque chose? Alors, qu'est-ce que nous aurons dans les prochaines années? Eh bien, il y a un livre très intéressant d'un chercheur suédois, un gars, qui s'appelle Nick Bostrom. Je crois qu'il vit au Royaume-Uni, je n'en suis pas sûr à 100%. Donc, il a écrit un livre il y a quelques années appelé Super Intelligence, Voie, Chemin et Danger. Et il souligne certains dangers évidents d'une intelligence générale artificielle ou d'une super intelligence. Et un des exemples qu'il donne est ce qu'on appelle le problème des trombones. Donc, il fait l'hypothèse, tu as une intelligence générale artificielle super intelligente et tu dis à cette intelligence générale artificielle de fabriquer autant de trombones que possible, d'accord, et l'intelligence générale artificielle commence à fabriquer, il commence par les fabricants de trombones existants, il les rend plus efficaces, il les fait fonctionner 24 heures sur 24, il augmente leur productivité, mais ensuite, ce n'est pas suffisant parce qu'on lui a dit de fabriquer autant de trombones que possible. Donc, il commence à transformer des gens en trombones. Il commence à transformer des bâtiments en trombones. La planète entière devient une usine dédiée à la production de trombones et l'humanité meurt. Et c'est un exemple donné par Bostrom de la manière dont l'intelligence artificielle générale pourrait mal tourner, principalement parce qu'elle est mal programmée. Elle a été programmée pour faire quelque chose et aucune limitation n'a été, aucune nuance n'a été intégrée dans les instructions. On lui a dit de fabriquer autant de trombones que possible et il exécute cela avec 100% d'efficacité et 100% d'efficience. Malheureusement, parce que la programmation était de mauvaise qualité et qu'il n'y avait pas de barrière dans la programmation, il se trouve que vous et moi devenons aussi des trombones. Et il n'est pas possible de l'arrêter. Et vous savez, c'est un bon exemple parce que c'est théoriquement possible, ce qui est beaucoup plus... c'est un vrai danger, le dilemme des trombones. Le paradoxe des trombones, si nous avons une IAG, la question plus grande est, aurons-nous une IAG? Parce que jusqu'à présent, ce que nous voyons, c'est que l'engouement porte sur
faire un cerveau humain, répliquer le cerveau humain pour créer une intelligence artificielle générale. Et évidemment, dans le cerveau humain, vous avez des neurones et vous avez des synapses qui relient tous les neurones entre eux. Et l'idée est que si vous pouvez créer un ordinateur avec autant de neurones et autant de synapses, vous créez quelque chose d'apparenté à une intelligence artificielle générale. Le problème, c'est que quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on ne comprend rien. Parce que si vous prenez un organisme unicellulaire, comme une amibe, n'est-ce pas, et cela a été fait, et vous créez une culture dans le laboratoire de ces organismes unicellulaires et vous leur donnez une tâche comme cartographier le métro de Tokyo. Ces organismes unicellulaires sont capables de cartographier en optimisant l'efficacité des distances. Ils peuvent créer une carte exacte du système de métro de Tokyo, mais ils n'ont pas de neurones et pas de synapses, mais ils ont de l'intelligence, une intelligence assez extrême, en fait, et personne ne le sait. Ils le font d'une manière totalement différente. Mais Gareth, en revenant à ce danger, tu as touché à l'une des plus grandes peurs de beaucoup de gens. Peut-être que les robots deviendront fous, ou peut-être qu'ils décideront de nous nuire et de créer ce pire scénario. Tu l'as décrit avec beaucoup de couleurs, mais tu n'as toujours pas peur. Pourquoi? Bien que j'ai peur, je n'ai pas peur des robots. J'ai peur des humains. Oui, moi aussi. Ils sont toujours dans la même machine. Je n'ai pas du tout peur des robots. J'ai peur des gens qui les programment. Mais qu'en est-il du problème des trombones? Et si cela arrivait, pourquoi tu n'as pas peur de ça? Eh bien, j'en ai peur, mais cela suppose qu'une intelligence artificielle générale peut être créée. Et ici, j'ai des doutes. Ici, j'ai des doutes, parce que nous ne comprenons pas comment un organisme monocellulaire sans neurones ni synapses peut-il. Je vais t'envoyer un lien vers la vidéo YouTube qui montre ça. Donc, tu peux voir à quoi ressemble l'intelligence monocellulaire. C'est impressionnant et personne ne sait comment ça fonctionne. Personne ne sait comment fonctionnent les rêves. Personne ne sait comment fonctionne l'esprit. Donc, nous sommes comme de petits enfants, jouant avec une blague, jouant avec un avion. Nous comprenons en termes généraux quelque chose, mais nous n'avons vraiment aucune idée. Mais les robots ou les intelligences artificielles, jusqu'à ce que nous arrivions à l'IA générale, ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais, mais les gens qui les programment, ils peuvent être très mauvais. C'est la deuxième peur qui existe dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc généralement, quand les gens me disaient qu'ils avaient peur des robots, j'étais surpris de savoir pourquoi. Il y a toujours deux opinions. Une peur est que l'intelligence artificielle elle-même puisse devenir folle et voudrait nous tuer ou tuer des humains. D'accord, c'est une peur, nous en avons parlé. Et une autre peur est que peut-être des gens malveillants ou peut-être des gouvernements ou certaines autorités utiliseront l'intelligence artificielle, qui est neutre, elle-même, mais entre les mains de mauvaises personnes, cela peut nuire à d'autres personnes ou cela peut gérer la vie des autres d'une manière qu'ils n'apprécieraient pas. Donc, À mon avis, et c'est de cela dont nous devons avoir peur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur des robots, mais nous devons avoir très peur de leurs programmeurs. comment pouvons-nous nous protéger? Comment pouvons-nous nous protéger? Je ne sais pas. Parce que vous devez vous rappeler que nous parlons maintenant de l'intelligence artificielle, parce que c'est un sujet brûlant, mais l'intelligence artificielle est utilisée depuis très longtemps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans, les Allemands avaient une machine. Les nazis, ils avaient une machine pour rendre leur communication cryptée. Cela s'appelait l'Enigma. C'était un ordinateur mécanique. Et au Royaume-Uni, dans un endroit appelé Bletchley Park, les prédécesseurs de ce qui est maintenant le GCHQ au Royaume-Uni, le quartier général des communications gouvernementales, l'agence d'espionnage électronique, les prédécesseurs de cette agence ont créé des ordinateurs. Ils les appelaient des bombes. Pas bombes comme BOMB, mais BOMRE. Alan Turing, qui figure maintenant, je crois, sur le billet de 5 € du Royaume-Uni, a dirigé ses efforts pour
créé un ordinateur capable de déchiffrer les communications d'Hitler avec ses généraux. C'était un succès. Ils ont réussi à déchiffrer la crème des mathématiciens cryptographes nazis. Et ils étaient bons. N'oubliez pas, l'allemand était la langue des mathématiques et de la physique jusqu'à très récemment. Ils étaient bons et ils ont créé des ordinateurs capables de faire ça. Quand les premiers avions, les premiers jumbo jets ont commencé à voler, la régulation de l'espace aérien était déjà effectuée par des ordinateurs. Même dans les années 50, vos déclarations de revenus étaient déjà effectuées par des ordinateurs dans les années 1960. Les gouvernements utilisent l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années pour atteindre leurs objectifs, quels que soient ces objectifs. Gestion, contrôle, espionnage, vous l'appelez. Donc, aujourd'hui, ça devrait être plus réjouissant. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de devenir utilisée par beaucoup de gens, pas seulement par les gouvernements, mais aussi par des gens ordinaires. Ils peuvent l'utiliser dans nos vies. Donc, c'est tout. Pour en être heureux, Ouais, eh bien, dans une certaine mesure, cela égalise les chances. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas que l'intelligence artificielle arrive, mais que la démocratisation de l'accès à l'intelligence artificielle est ce qui est nouveau. Parce qu'avant, l'intelligence artificielle était quelque chose qui était entre les mains des gouvernements et des très grandes entreprises. Mais je vois qu'au cours des 10 à 15 prochaines années, je vois cet équilibre changer. Parce que, plus que probablement, chaque entreprise et chaque citoyen aura ses propres ressources en intelligence artificielle et cela change tout le monde. Parce que, jusqu'à maintenant, imagine par exemple qu'en 2030, tu aies un assistant personnel en intelligence artificielle dans ta poche, un super ordinateur dans ta poche. Et ce super ordinateur, tu paies un abonnement. Comme tu paies un abonnement pour ton téléphone portable, tu paies un abonnement, une souscription mensuelle, et cette intelligence artificielle travaille pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que quand tu fais des courses, si tu as besoin, je ne sais pas, de lunettes ou des écouteurs ou du chocolat ou des vêtements ou peu importe ce dont tu as besoin, cette intelligence artificielle va déterminer parmi les milliards de produits sur le marché lesquels de ces produits te conviennent le mieux, qui sont idéaux juste pour toi. Et cela signifie la fin de ça. Cela signifie la fin de la publicité. La publicité est finie parce que ce n'est plus nécessaire, parce que fait la publicité? La publicité manipule la réalité pour que les entreprises convainquent les gens d'acheter leurs produits. Mais tu vois, dans de nombreuses situations, même dans la plupart des situations, les produits sont nuls, mais la publicité est bonne. Et les gens achètent des produits nuls parce qu'ils voient de la bonne publicité. Mais si tout le monde a son propre intelligence artificielle individuelle, la publicité ne fonctionne plus parce que l'intelligence artificielle va te dire d'acheter un produit qui ne fait même pas de publicité. Elle n'a pas besoin de faire de la publicité. Donc pour les affaires, pour mettre cela en termes pratiques, je travaille comme consultant en affaires. Je dis à tous mes clients commerciaux, construisez votre stratégie d'entreprise sur l'hypothèse que le marketing et la publicité ne fonctionnent plus. C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que tu dois avoir de beaux produits et services qui sont si bons qu'ils se vendent tout seuls. Donc, c'est la fin. Donc, la chose très, très importante, c'est la fin de la publicité, c'est la fin des places de marché. Qu'est-ce qu'un marché? Un marché ou une plateforme est un endroit qui réunit un marché à plusieurs facettes. Cela réunit les acheteurs et les vendeurs au même endroit et cela prend une commission pour faire le lien entre les acheteurs et les vendeurs. Mais si je vais sur un marché et que je dis dentifrice, il va m'offrir du dentifrice, mais il va me proposer le dentifrice qui est bon pour le marché. Il ne va pas me proposer le dentifrice qui est bon pour moi. Mais une fois que j'ai mon intelligence artificielle qui connaît ma bouche,
qui parle à ma brosse à dents, n'est-ce pas? Et il me dit, tu as besoin, il y a 29 662 marques de dentifrice. Et celui-ci est le meilleur pour toi? Celui-ci, Karen, à propos de toi, Garrett. que penses-tu en termes de temps quand nous aurons cette situation sans publicité? Combien d'années ou peut-être de mois? D'accord? Ce ne sera pas sans publicité, car il y a certaines décisions où un ordinateur ne peut pas aider. Donc, par exemple, le parfum. Ce parfum est-il agréable ou pas agréable? Qui sait? Donc, vous aurez des industries, certaines industries de luxe aussi, comme une écharpe Hermès, n'est-ce pas? Dans certaines industries de luxe, la publicité restera, mais cela deviendra une chose très minoritaire. Mais pour la plupart des industries, laisse-moi te le dire comme ça, je dirais d'ici 2030, nous aurons une situation où chaque personne dans le monde industriellement développé, par lequel j'entends l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, la radiographie, la Russie et les anciens pays soviétiques, de grandes parties de la Chine et de l'Inde, l'Afrique du Sud, de grandes parties de l'Amérique latine, les gens auront déjà ces assistants d'ici 2030, donc dans 5 ans. Et la raison pour laquelle ça va si vite, c'est parce que l'infrastructure, le réseau de téléphonie mobile, etc., est déjà en place. Il n'a pas besoin d'être construit. Il doit être étendu. La 6G arrivera, qui est la prochaine norme de téléphonie mobile, spécifiquement conçue pour gérer des assistants d'intelligence artificielle individuelle. C'est toute la raison pour la 6G. C'est ce que nous appelons le calcul en périphérie ou le calcul centré sur l'utilisateur, qui est essentiellement ses assistants. Donc, je dirais qu'en 2050, nous aurons un taux de pénétration d'environ 50% de ces assistants. Mais c'est 50% des personnes avec les revenus les plus élevés. Donc, si nous prenons la part, pas la part de personnes, mais la part de revenus disponibles, c'est plutôt comme 90%. Donc, en gros, peut-être que nous avons la même situation avec Internet, d'accord? La moitié de la population de la planète utilise Internet, 50%, ne l'utilise toujours pas. Mais nous savons que l'Internet est partout, donc dans nos pays, dans notre monde. Et merci beaucoup d'avoir mentionné maintenant les pays où cela sera, j'ai compris, une question encore très intéressante pour nos gens, pour nos partenaires, au sujet de l'argent, qui peut être produit ou non par des mains de robots. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de ça. Nous les appelons des avatars intelligents, des jumeaux numériques, des robots, des assistants. Ça peut avoir différents noms, mais nous avions l'habitude de les considérer comme vos assistants, qui peut parler à votre place, qui peut parler à vos partenaires, qui peut expliquer quelque chose à vos clients, qui peut s'en prendre à vos détracteurs, qui peut gérer votre communication. Vous avez montré maintenant un autre aspect, qu'ils peuvent vous protéger des mensonges, de la publicité, de quelque chose d'autre. Donc, c'est la deuxième fonction, ce qu'ils font. Et la troisième fonction, c'est qu'ils peuvent gagner de l'argent à votre place. Maintenant, nous mettons cela en œuvre dans notre entreprise et partout où vous pouvez avoir un avatar intelligent, il fera de la publicité pour quelque chose à votre place et vous recevrez un revenu passif des annonceurs. Donc, vous ne travaillez pas avec votre voix, votre temps, votre énergie. Ils gagnent de l'argent pour vous. C'est l'une des façons dont les robots peuvent te gagner. De l'argent pour les gens. Et il y a beaucoup de façons différentes. Mais qu'en pensez-vous? Aurons-nous une vie pleine de M, richesse, des gens riches parce qu'ils ne travaillent pas eux-mêmes? Et si nous l'avons, quand les robots gagnent vraiment de l'argent, que feront les humains? Et quand cela peut-il arriver? Eh bien, je ne vois pas les robots remplacer les humains. Non, pas du tout réaliste, pas dans les prochaines décennies. Je ne vois pas les robots remplacer les humains, mais je vois les robots améliorer les humains sans les remplacer. À propos de gagner de l'argent pendant que les humains dorment, eh bien, je veux dire, cela se produit déjà. Je veux dire, si vous lisez Charles Dickens, qui a 200 ans, et que vous lisez ses descriptions de la révolution industrielle en Angleterre, et au début du 19e siècle, il écrit sur les propriétaires d'usines qui dorment,
et leurs machines produisent toute la nuit et rapportent de l'argent au propriétaire de l'usine même pendant qu'il dort. Donc il n'y a rien de nouveau. Je ne sais pas, je pense que c'est probablement mon message aujourd'hui, c'est qu'il n'y a vraiment rien de fondamentalement nouveau qui se passe. Tout ce qui se dit sur les robots et l'intelligence artificielle, ces choses se produisent depuis des centaines d'années, ou du moins depuis de nombreuses décennies. La différence maintenant, c'est que ces technologies deviennent accessibles aux petites entreprises, aux entrepreneurs individuels et aux particuliers. Avant, elles n'étaient disponibles que pour de grandes organisations. Donc, la révolution n'est pas l'intelligence artificielle. La révolution est la démocratisation de l'intelligence artificielle. Et c'est cela qui provoque les changements. Alors, pour répondre à votre question, les machines peuvent-elles vous aider à gagner de l'argent pendant que vous dormez? Oui, mais ils ont pu le faire depuis des centaines d'années. Il n'y a rien de nouveau. C'était, comme vous l'avez dit, disponible, uniquement pour les entrepreneurs. Et comme nous le savons, il n'y a que 2-3% d'entrepreneurs dans la société. Donc, cela signifie que la majorité des gens, pas tout le monde, pourrait, à cette époque, être propriétaire de sa propre usine. Donc, d'accord, les propriétaires d'usines, ils peuvent dormir, l'usine travaille pour eux. Aujourd'hui, nous avons la situation où les individus peuvent dormir et des avatars intelligents travaillent pour eux et leur rapportent de l'argent. Mais la question inquiétante est, dans cette situation, que vont faire les gens? Aujourd'hui, les gens passent entre, je ne sais pas, 8 et 12 heures par jour à travailler, à gagner de l'argent. Si cette fonction n'est pas la leur, qu'est-ce qui est déjà fait? Que va faire la majorité des gens? Verrons-nous survivre? Ne va-t-on pas se gâter dans cette situation? Eh bien, je veux dire, comme je l'ai dit, je ne pense pas que les robots vont réduire la quantité de travail. Je pense qu'ils vont augmenter la productivité. Donc, ce que cela signifie, c'est que les gens passeront de plus en plus de temps à faire des choses qui sont très difficiles à réaliser pour les robots. Laissez-moi vous donner un exemple, un très bon exemple, où les robots sont faibles et resteront faibles tandis que les humains sont forts. C'est la différence entre les innovations et les inventions. Donc une innovation est une nouvelle façon de résoudre un ancien problème, n'est-ce pas? Donc vous avez par exemple un mal de tête. Un mal de tête est un vieux problème, mais chaque année, les entreprises pharmaceutiques, et pas seulement elles, arrivent avec de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouvelles solutions pour un vieux problème, le mal de tête, et ils arrivent avec diverses choses, des solutions stupides. Ils soignent les symptômes du problème. D'autres solutions essaient de guérir le problème lui-même. Et celles-ci s'appellent des innovations. Ce sont de nouvelles façons de résoudre de vieux problèmes connus. Donc toutes les innovations, à 100%, iront à l'intelligence artificielle. Les gens ne feront pas d'innovation. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, si vous y pensez mathématiquement, est une façon d'effectuer une optimisation contrainte. Vous donnez un ordinateur, vous dites, voici le problème. Voici les ressources. C'est la période et il examine toutes les milliards de possibilités et de permutations et il sélectionne les méthodes, les innovations qui fourniront ce qu'il faut pour résoudre le problème avec un minimum de ressources dans le délai imparti. C'est ça, l'innovation. Tout cela ira aux ordinateurs. Ensuite, vous avez les inventions qui sont quelque chose de complètement différent et les ordinateurs ne feront pas d'invention. Alors, quelle est la différence entre une innovation et une invention? Une innovation, comme je l'ai dit, est une nouvelle façon de résoudre un ancien problème. Une invention est un nouveau problème. C'est découvrir de nouveaux problèmes, pas même les solutions, mais le problème lui-même. Donc, un très bon exemple est l'avion. Donc, le premier avion, selon les versions américaines et européennes de l'histoire, les versions américaines et européennes de l'histoire, le premier avion qui a fonctionné, qui était manœuvrable, a été créé par deux frères américains, Wilbur et Orville Wright, je crois, en 1903,
Et cet avion, il a volé sur quelques centaines de mètres, puis a atterri, et le monde entier est venu, les États-Unis, pour faire une interview avec ces gars, et les journalistes de Londres, New York, Berlin, Paris, du monde entier, ils ont posé la même question. Ils ont demandé: comment avez-vous inventé l'avion? Et il a dit, Monsieur Wright a dit, je n'ai pas inventé l'avion. J'ai inventé le problème que les gens ne peuvent pas voler. Il a dit, dans mon monde, chaque personne sur la planète devrait pouvoir voler comme un oiseau, où ils veulent, sans limite. Et pour moi, il a dit, le fait que cela ne soit pas possible, c'est douloureux. Ça me fait mal que les gens ne puissent pas voler. Et il a dit, à travers l'histoire, on nous a parlé de la mythologie grecque, d'Icare, qui a construit des ailes et il a volé trop près du soleil. Et il est tombé. On nous a dit que voler est contre nature, maléfique, impossible, mauvais. Et il a dit, j'ai rejeté tout ça. J'ai dit, voler n'est pas seulement bon, c'est nécessaire. Et personne d'autre, a-t-il dit, en Amérique, ne pensait que c'était un problème que les gens ne puissent pas voler. Mais pour moi, c'était un énorme problème et j'ai dédié ma vie à résoudre ce problème. Donc, et c'est une invention. Donc, l'incapacité des humains à voler était un nouveau problème. Et il a résolu ce problème parce qu'il ressentait de la douleur, une douleur émotionnelle que les gens ne peuvent pas voler. Les ordinateurs ne ressentent pas la douleur, ils ne tombent pas amoureux, ils ne naissent pas, ils ne meurent pas, ils ne haïssent pas, ils ne cherchent jamais. N'est-ce pas? Donc, l'invention, c'est le triomphe de l'humanité et l'innovation est le domaine des machines. Donc, à mon avis, nous allons voir un changement de l'attention humaine au cours des prochaines années, passant du répétitif et du mécanique à la créativité. Donc, par exemple, si tu es un gars de la finance, un spécialiste de la finance, ce n'est pas bon, la finance va complètement disparaître. Comment ça va? Donc, par exemple, je viens d'Irlande. En Irlande, être comptable, n'est-ce pas? Être banquier financier, c'est une carrière très prestigieuse. C'est fini, ils ne le feront pas. Cela sera totalement pris par les machines. Mais un artiste, je ne pense pas que les machines vont prendre. Donc, les gars, Jean, à mon avis, nous allons de plus en plus passer de l'innovation à l'invention, du mécanique à la créativité. En gros, les gens feront plus de choses que les ordinateurs ne peuvent pas faire. Mais cela ne veut pas dire qu'ils font moins de travail. Cela signifie juste que le type de travail qu'ils font va changer. J'ai compris. Exemple excellent, je vais t'interrompre ici. Quand tu as parlé de cet exemple avec les avions, ça montre que, tout d'abord, il a tué certaines limites dans sa tête, donc il a décidé de ne pas être d'accord avec le fait que nous ne pouvons pas voler, nous le pouvons. Et donc d'abord pour arrêter de se limiter, si nous parlons des compétences, des qualités, ce que les humains devraient avoir aujourd'hui pour réussir, pour être vivants demain, je pense tout d'abord qu'ils doivent apprivoiser l'intelligence artificielle, ne pas avoir peur, ne pas s'en éloigner, mais essaye de gérer des robots, essaye de les intégrer dans ta vie, de donner une chance à l'intelligence artificielle de t'aider ici. C'est une partie. Deuxième, nous devrions arrêter de nous limiter. Nous devrions arrêter d'être bloqués par nos propres peurs. Je crois que c'est aussi une qualité très importante. Que penses-tu? Quelles autres qualités et compétences tout le monde devrait avoir, devrait développer en lui-même aujourd'hui pour être heureux et réussir à l'avenir? Je pense que les gens devraient investir beaucoup de temps et d'énergie à se comprendre. Donc, en s'analysant, en comprenant leurs forces, leurs faiblesses, leurs opportunités,
leurs menaces, leurs talents uniques. Et en gros, les gens n'investissent vraiment pas assez en eux-mêmes. Euh, même les gens ils n'apprennent pas les langues. Ils ne voyagent pas assez. Ils ne le font pas. La qualité de l'éducation, à mon avis, je pense que de nos jours, de manière significative, énormément décliné et les gens devraient essayer de étudier des choses comme la philosophie, la logique, l'art, les langues que les ordinateurs ne peuvent pas remplacer. Mais le plus important, c'est qu'avant d'investir dans l'intelligence artificielle, il faut investir dans sa propre intelligence. Et je pense que les gens ne font pas ça. Ils ne le font pas, mais il y a des opinions très sceptiques qui disent que peut-être aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'étudier. J'adore étudier les langues. J'adore lire beaucoup de livres, mais je connais beaucoup de gens qui disent pourquoi devrais-je étudier une langue? Parce qu'aujourd'hui, je peux demander à Elon Musk de me mettre une puce dans le cerveau et je parlerai chinois et arabe en même temps et sans aucun problème. Alors, si je veux savoir quelque chose, pourquoi devrais-je étudier beaucoup de livres? Je peux juste mettre cette puce et toutes ces informations seront dans mon cerveau. Donc, certaines personnes essaient de ne pas être ambitieuses, paresseuses, parce qu'elles croient qu'elles peuvent simplement tout ingurgiter. D'accord, tout d'abord, si vous parlez des implants Neuralink d'Elon Musk, ils ne sont pas destinés pour nous donner des compétences. Non, mais ils peuvent l'être. Ouais, mais je veux dire, tu sais, si tu apprends à parler chinois, ce n'est pas juste une question de connaître des mots. Tu dois connaître l'histoire des Chinois. Tu dois connaître la mentalité. Tu dois connaître les traditions. Tu dois connaître l'étiquette. Tu dois savoir la poésie, l'art. Tu dois avoir une appréciation à 360 degrés. De la culture, les mots eux-mêmes ne signifient pas grand-chose. Ce qui compte, c'est le contexte. Donc, même si Elon Musk, comme tu dis, peut me mettre une puce chinoise dans le cerveau et que je peux parler chinois, cela ne veut toujours pas dire que je comprends le peuple chinois. Les affaires chinoises, la stratégie chinoise, la pensée chinoise, les futuristes chinois, rien de tout ça n'est là. Donc, je dirais ça. Je dirais que construire une compréhension profonde du monde qui nous entoure est quelque chose que les ordinateurs ne pourront pas remplacer. Et cette compréhension, d'ailleurs, est aussi la source de la créativité. La créativité ne se produit pas d'elle-même, ça se produit parce que les gens apprennent. Et quand ils apprennent, ils découvrent des choses qu'ils ne s'attendaient pas. Une lumière s'allume dans leur tête. Oh, waouh! Une lumière s'allume dans la tête. Oh, waouh! Eh bien, si c'est vrai, alors cela est vrai. Et si c'est vrai, alors cela est vrai. Donc, je dirais que la priorité principale pour les professionnels, dans les 10 prochaines années, il ne s'agit pas d'investir dans l'intelligence artificielle, mais d'investir dans l'intelligence naturelle, investir dans l'élargissement de leur compréhension profonde d'eux-mêmes et du monde dans lequel ils vivent, dans n'importe quel domaine. Parce que cette compréhension est la source de la créativité, c'est la source des choses que les ordinateurs ne peuvent pas remplacer. Physiquement, cela ne peut pas être remplacé. Mais très peu de gens en parlent. Ils considèrent l'intelligence artificielle comme la Nouvelle Jérusalem. L'intelligence artificielle comme la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas le cas. Tout d'abord, ce n'est pas nouveau. Et deuxièmement, ce n'est pas une Jérusalem. Ce n'est pas une solution à quoi que ce soit. Ça change le monde, mais ouais, c'est créé par des gens. L'intelligence artificielle est créée par l'intelligence naturelle. Mon conseil à vos auditeurs est de se concentrer sur vous, de vous concentrer sur votre niveau d'intelligence naturelle et d'essayer de l'élargir. Dans certains cas, cela peut signifier utiliser l'intelligence artificielle pour certaines choses, pour certaines tâches. Mais en réalité, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un plan pour mettre en œuvre l'IA, mais ce dont vous avez besoin,
c'est d'un plan pour vous développer. Mon œil, ma propre intelligence. Parce que les gens sont devenus bêtes d'une certaine manière. Je comprends, mais c'est aussi très intéressant de voir comment élargir le désir d'en avoir beaucoup. Parce que, d'accord, il y a beaucoup de gens qui sont ambitieux naturellement, ils sont nés comme ça, et il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui quelque chose juste parce qu'ils en ont besoin. Ils vont au travail, ils organiser quelque chose dans leur vie juste parce qu'ils ont besoin de quelque chose pour survivre. Mais s'ils ont ce revenu de base ou s'ils ont les conditions de leur vie où ils peuvent se détendre, ils se détendront. Donc, je crois que pour développer l'ambition en vous-même, c'est très important, tout comme les compétences. C'est un must dans notre siècle, mais peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent juste s'allonger et profiter du soleil quand ils ne le sont pas. Quand ils n'ont aucune obligation de travailler, quand ils sont satisfaits d'être en sécurité, d'avoir de la nourriture, d'organiser tout pour leurs conditions de vie. Donc, certaines personnes apprécient simplement la paresse. Ça va pour toi? Ou devrait-il aussi se développer de cette manière? Eh bien, ce n'est pas tant se développer d'une manière spécifique. C'est plus une question pour moi. Au système éducatif du pays dont nous parlons, il y a beaucoup de pays différents, beaucoup de systèmes éducatifs différents, et c'est comme ça que le système fonctionne dans ce pays. Je suis sûr qu'il y a des pays qui paieront les gens pour ne rien faire. Oui, il y a le revenu de base universel, mais je pense que le revenu de base universel ne sera pas un revenu très élevé, ce sera un revenu minimal. Et pour beaucoup de gens, ce ne sera pas suffisant. Mais je peux imaginer que pour certaines personnes, avoir même un revenu très faible suffit à les rendre heureuses. Et s'ils sont heureux, je suis heureux, je suppose que la vraie question est, dois-je les payer pour ne rien faire? Suis-je heureux de payer des gens pour qu'ils ne fassent rien? Ça dépend de combien ils sont. Mais je peux imaginer qu'il y aura pas mal de résistance. Ah, et payer un revenu minimum, élevé pour les gens. Mais je peux imaginer un faible revenu. Nous avons déjà un faible revenu minimum, du moins dans les pays développés. Nous avons des allocations de chômage, nous avons de l'aide au chômage. Il y a des millions de personnes en Europe de l'Ouest qui ne font rien et reçoivent des aides au chômage. Parfois, ils ne font rien parce qu'ils sont handicapés, ils ne peuvent rien faire. D'autres fois, c'est parce qu'ils vivent dans des zones avec un taux de chômage élevé. Il n'y a pas d'emploi, mais ils ne sont pas prêts à déménager dans les endroits où il y a des emplois. Il y a beaucoup de situations individuelles, mais je ne peux pas. Mais si le revenu de base universel est faible, cela signifie qu'il ne sera pas suffisant pour survivre et que les gens devront travailler. Et si le revenu de base universel est élevé, je pense qu'il sera inabordable. Mais écoute, il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord pour recevoir entre 1000 et 2000 dollars par mois. Ils peuvent avoir une maison louée ou la leur, mais pas très luxueux. Ils peuvent avoir de la nourriture et ça va. Pour eux, ça va. Ils peuvent juste changer de chaîne de télévision et s'allonger, jouer à des jeux et c'est tout. Donc, 2000, c'est abordable. Non, ce n'est pas élevé non plus. D'accord, mais tu. Et à Chypre, n'est-ce pas? Et c'est un pays où les prix ne sont pas très élevés. Je viens d'Irlande. Pour 2000 dollars par mois à Dublin, tu ne peux même pas trouver une chambre. 2000 dollars à Dublin, ce n'est pas suffisant pour survivre. Il te faudrait 4 et si. Et je viens de parler de la réalité irlandaise. Euh, L'Irlande ne peut pas se permettre de payer 4000 dollars par mois à des millions de personnes. On fait faillite. Mais les gens, ils peuvent déménager en Afrique ou en Inde ou se rencontrer. Oui, ils peuvent, mais s'ils ne vivent plus en Irlande, alors ils perdent leurs prestations. Oui, bien sûr. Donc, c'est aussi une question de désir, s'ils le veulent ou non. Gareth, tu as dépensé beaucoup d'énergie. Il est temps d'expliquer l'intelligence artificielle et de donner quelques exemples de la façon dont elle peut être mise en œuvre dans notre vie, ce qu'elle peut faire pour prédire l'avenir. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu investis beaucoup de ton propre temps
pour donner aux gens cette compréhension? Pourquoi tu le promouvois? D'une certaine manière? Parce que je crois que l'avenir n'est pas l'intelligence artificielle. Je crois que l'avenir est une intelligence non artificielle. Je crois que l'avenir est le triomphe de l'esprit humain. Et pour moi, le rôle de l'intelligence artificielle est une façon de rendre les êtres humains meilleurs, plus forts, plus heureux, plus riches, et ainsi de suite. Et c'est tout. Donc mon rôle est le triomphe, la victoire de l'intelligence humaine, non artificielle. Excellente mission. Mais peux-tu donner, s'il te plaît, quelques étapes, ce que tu souhaiterais, recommanderais à tout le monde de faire exactement maintenant après notre interview? Alors, que devrait faire une personne pour intégrer des outils d'intelligence artificielle et des possibilités dans sa vie et pour devenir la meilleure version de lui-même afin de développer sa vie? Peut-être 1, 2, 3, 5, quelque chose, quelques étapes? Eh bien, je pense qu'il y a une méthodologie japonaise appelée Ikigai, I-K-I-G-A-I. Je recommanderais à chaque personne. Tu peux acheter, il y a beaucoup de livres sur la façon d'utiliser l'ikigai. Achetez un bon livre et suivez le processus Ikigai. Le processus Ikigai pose des questions comme: où sont mes forces? De quoi le monde a-t-il besoin? Qu'est-ce que j'aime faire? Et ainsi de suite. C'est une façon de structurer ta propre intelligence unique, ta culture, ton esprit, et ainsi de suite. Donc, je ne passerai pas de temps à ce stade sur l'intelligence artificielle. Je pense que ce que nos auditeurs doivent faire, c'est comprendre leur propre intelligence et de faire un plan pour développer cette intelligence. Et comme je le dis, je pense que la méthode Ikigai est très bonne. Je commencerai par ça. Est une très bonne méthode. Je commencerai par ça. Euh, ouais. Donc, je recommanderais vraiment aux gens de prendre le temps d'étudier eux-mêmes. Donc, je pense que l'ikigai est une très bonne méthode. Il y en a d'autres, mais c'est celui que je connais. Et je vois que ça fonctionne pour les gens. Je pense que la deuxième chose est simplement d'être conscient de ce qui se passe dans la robotique, dans l'intelligence artificielle et en fait, dans la technologie en général, dans votre domaine spécifique. Donc, par exemple, si tu es je ne sais pas, un collectionneur de timbres, ou tu es chef, ou tu répares des machines à laver, ou tu es traducteur, ou tu peins des maisons, ou tu construis des voitures, ou peu importe ce que tu fais. Moi, c'est vraiment intéressant de lire sur les startups et les technologies qui s'appliquent spécifiquement à votre secteur. Comme je l'ai dit au début de l'entretien, parce que nous n'avons pas d'intelligence générale, d'AGI, ce que nous avons en ce moment, ce sont des intelligences très spécifiques pour des tâches spécifiques, des applications spécifiques, des industries spécifiques, des pays, des spécialisations et ainsi de suite. Donc, pour comprendre, avoir une bonne compréhension de ce qui se passe dans la technologie, dans l'intelligence artificielle, dans votre domaine, de spécialisation spécifique. Parce qu'il se passe des choses partout. En fait, j'étais juste la semaine dernière, je travaillais avec un client et par hasard, nous avons parlé de son séjour au Vietnam et nous avons discuté de ses divers passe-temps, ainsi que de quelques détails supplémentaires. Et son hobby, c'est qu'il collectionne des pièces de monnaie. C'est un numismate, il collectionne des anciennes pièces de monnaie et des billets de banque. Et nous avons regardé ensemble, et nous avons pu voir, dans le domaine des anciennes pièces de monnaie et des billets de banque, il y a une multitude de startups en intelligence artificielle et en technologie. Une quantité incroyable, et il ne savait rien à ce sujet. Et c'est un gars très intelligent, d'accord? Donc, non seulement il ne savait pas, il ne savait même pas qu'il ne savait pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc l'auto-éducation.
sur ce qui se passe. Je ne me limiterai pas à l'intelligence artificielle, juste la technologie en général, les tendances en général, ce qui se passe dans mon secteur spécifique, et d'en être très conscient. Je pense que mes deux priorités. Je vais me concentrer simplement sur le maintien du soutien public. Il y a beaucoup de gens qui sont profondément impliqués dans le business du MLM, ils développent le business du MLM. Et mon idée, c'est ce que nous faisons maintenant, ce que nous organisons. Donc, les gars, vous pouvez déléguer votre travail, le développement de votre réseau MLM, le développement de votre business MLM. Vous pouvez le déléguer à un robot, à un avatar intelligent. Laisse-le faire et cela libérera ton temps et ton énergie que tu pourras investir dans la compréhension de toi-même, dans le développement de nouvelles visions, dans la création de nouvelles choses. Donc, déléguer. La génération d'argent aux robots, non, pas comme un objectif, mais comme un outil pour te retirer de ce processus. Donc, ouais, je veux dire, le MLM ou marketing multiniveau, d'accord, c'est un modèle commercial. Ça date des années 1940. Et le MLM, des entreprises comme Oriflame, Mary Kay et ainsi de suite, c'est un type de business pyramidal et c'est basé sur des relations personnelles. Donc, la situation classique, une femme au foyer prend des cosmétiques. Oriflame invite 20 amis chez elle et fait une démonstration des cosmétiques. 20 amis deviennent des agents, amènent 200 clients à 200, amènent 2000 et ainsi de suite, mais c'est vraiment basé sur des relations personnelles. Donc, je pense que le business du MLM, en général, n'est pas le meilleur business pour l'automatisation. Pour passer le relais, je suis désolée de ne pas être d'accord avec toi ici parce que ce que nous faisons maintenant, soit, à mon avis, cela dépend du produit. Si, par exemple, c'est quelque chose comme un parfum ou quelque chose que tu dois expliquer pour montrer aux gens, peut-être que tu as besoin d'un contact humain, mais aujourd'hui, ce que notre avatar intelligent peut faire, c'est vendre. Les produits de nos partenaires, nous avons 2 partenaires. Un, agrégateur de cashback. Il travaille simplement avec plus de 150 000 magasins dans le monde et tu peux obtenir du cashback sur tes propres achats. Ne change pas ton comportement, achète juste ce que tu avais l'habitude d'acheter tous les jours et tu récupères de l'argent en tant que vrai argent, pas comme un bonus, comme des points, quelque chose, mais en euros, tu es remboursé. Donc, et un autre, c'est une crypto-banque qui te donne une carte où tu peux mettre des cryptos et tu peux payer dans des magasins, en ligne et hors ligne, partout. À mon avis, je n'ai pas besoin d'avoir un contact personnel avec chaque personne. Explique-lui ses produits parce que mon avatar intelligent peut te suggérer, aimerais-tu avoir une banque crypto? Si tu aimes, si tu utilises des cryptos, tu dis oui et tu commences à utiliser. Nous pouvons être totalement sans aucun contact. Si tu veux du cashback sur tes achats, tu l'as. Si tu ne le fais pas, pas. Donc, à ce moment-là, la pratique montre que l'avatar intelligent peut travailler jour et nuit dans 58 langues sans aucun problème. Il ne sera pas fatigué. Mais je me limite si je ne l'utilise pas. D'accord, d'accord, d'accord. Je pense que ce dont je parle, le MLM classique, le business MLM classique est un business basé sur les relations personnelles. Évidemment, comme tu le dis, il existe de nouveaux types de business MLM. Si tu n'as pas de relations personnelles, alors oui, je pense que tu peux construire un revenu passif en automatisant. Comme tu dis, pendant que tu dors, en automatisant et en déléguant certaines tâches à l'intelligence artificielle. Ouais, mais le MLM classique. Aujourd'hui, mon avatar intelligent peut vendre des produits et gérer de l'argent. Très bien, je vais avoir un entretien avec Gareth. Alors, eh bien, j'aimerais y réfléchir. J'aimerais investir mon temps dans des personnes que j'admire, qui me rendent enthousiaste. Et en ce moment, il y a des assistants numériques. Donc, ils peuvent l'être et il y en a. Dans ma propre expérience, les robots m'ont donné une chose très intéressante et je les aime pour ça. Ils ne peuvent pas te trahir. Donc, les gens, ils peuvent créer pour toi différentes choses, mais les humains, tu dois les choisir selon les valeurs que tu veux avoir dans ta vie, selon tes principes ou pas. Et les robots, ils peuvent juste faire leur travail sans aucun problème. Donc, l'ambiance, le désir qu'ils ont donné, Oui, mais les robots peuvent être piratés.
Peut-être que c'est probablement... Certainement protégé. Mais les humains peuvent aussi être piratés, comme lavage de cerveau. Donc, c'est les deux. Mais comme je l'ai dit, je ne m'inquiéterai pas pour les robots, je m'inquiéterai pour les programmeurs. D'accord. Ce serait mon domaine. Mais pour te protéger, sois le programmeur de ta propre vie. Ouais, À peu près, oui, oui, ouais. Conçois-toi, connais-toi toi-même, comme disaient les anciens Grecs. Connaître soi-même. merci beaucoup, Gareth. Merci beaucoup d'avoir partagé aujourd'hui beaucoup de ces visions et idées. Je le crois, notre peuple peut aujourd'hui comprendre mieux où nous allons, ce que nous aurons. Et je remercie Dieu chaque jour d'être né dans ce siècle où nous pouvons avoir tous ces miracles, où nous pouvons les prendre en main et améliorer notre vie comme nous le souhaitons. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, Olga. Et j'ai hâte de te voir. Plus de toi, j'ai plus de chances de parler à l'avenir. Ouais, merci.